Chedjou Kamdem, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? ça va super et vous? Ça va, vous avez survécu aux embouteillages de Yaoundé. Comme tous les jours. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau en tout cas. Merci pour l'invitation. Brièvement, qui est Chedjou Kamdem? Chedjou Kamdem, c'est un social media manager, également formateur en community management, enseignant en community management et récemment auteur dans le community management. Bien sûr, on vous reçoit aujourd'hui en tant que formateur en community management, mais vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages qui traitent des problématiques autour du community management en Afrique et au Cameroun plus particulièrement. Et ma première question est justement celle que vous posez à l'entame de votre tout premier livre, Storytelling du community management au Cameroun. Concrètement, c'est quoi le community management? S'il faut définir de manière simple, en fait, c'est un gestionnaire ou une gestionnaire de la présence et de la réputation d'une entité, donc une marque, une personnalité ou une entreprise sur les réseaux sociaux. Alors, puisque vous êtes formateur, quelles sont les clés, les modules clés de la formation que vous offrez à vos apprenants? Alors, le premier module clé, en fait, c'est la stratégie. Parce qu'avant de penser implémentation sur les réseaux sociaux, il faut avoir un document stratégique. Et l'autre module clé, c'est la création de contenu. Parce que c'est à travers le contenu qu'on sait si on est présent en ligne. Parce que c'est à travers ce type d'éléments multimédia qu'on peut déterminer la présence d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Et l'un des derniers éléments aussi, si on peut ajouter, c'est l'analyse de sa présence. Parce que lorsqu'on arrive sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a des objectifs. Et pour savoir si on les a atteints ou si on est encore en chemin, on a des KPIs qui permettent d'analyser au fur et à mesure l'atteinte de nos objectifs ou pas. Et lorsque vous dispensez les cours sur la base de ces trois modules que vous venez de citer, quels sont les kits, quel est le kit que vous utilisez en tant que formateur en community management pour vos apprenants? Disons, ma formation, c'est beaucoup plus un retour d'expérience, en fait. Ça veut dire que je n'essaye pas de faire tout un aspect pédagogique comme on peut voir peut-être dans les instituts comme l'école normale. Non, ça veut dire que moi-même, des fois, à chaque module, même des fois, enfin, à chaque séance, si on peut dire ça comme ça, je change des fois même ma manière de former. Parce que je suis plus dans un retour d'expérience. Ça veut dire, si j'ai vécu une expérience qui a peut-être été bénéfique pour moi ou néfaste, eh bien, je vais l'enseigner aux apprenants pour leur dire, voici les chemins qu'il faut éviter ou voici de nouvelles techniques qui peuvent vous aider à améliorer votre travail au quotidien. Et depuis combien de temps vous êtes dans la formation? Officiellement 2017. Mais j'ai envie de dire que depuis que j'écris quand même, il y a toujours un aspect de formation parce qu'il y a des questions que les gens posent, auxquelles tu réponds, il y a des assistances que tu fais en messagerie privée, mais de manière officielle, avec un programme déterminé, c'est depuis 2017. D'où part cette envie-là de partager avec d'autres votre expérience? Parce que comme vous le dites, vous n'avez pas reçu vous-même une formation, du moins pas une formation formelle, vous êtes autodidacte et vous avez décidé de partager votre expérience avec les autres. D'où part cette envie-là de vous lancer dans l'enseignement, si on peut dire ça comme ça? Disons que ce sont les lecteurs du blog, en fait, Histoire de CM eux-mêmes. Ça veut dire que c'est eux qui commencent à demander des séances, des ateliers, on va dire, d'abord des ateliers. Et puis, quand on fait des ateliers, ça et là, avec des amis en commun, les gens demandent vraiment un peu plus, comme d'habitude, parce qu'un atelier de 2 heures, ça n'est jamais suffisant pour certaines personnes. Donc, on demande des fois un cursus de plusieurs jours. C'est comme ça que progressivement, on a fait des tests de formation à Yaoundé et à Douala pour finalement trouver un programme clé en 2017 à mettre en place. Et quelles sont les personnes qui sollicitent ces formations-là? Ils ont à peu près quel niveau en moyenne? Déjà au moins le bac, ça c'est sûr, parce que pour moi c'est l'un des premiers critères, avoir au moins déjà le bac. Maintenant, dans la majorité, on a des étudiants, on a des professionnels en communication, marketing qui veulent améliorer leurs aptitudes, ou il y a des gens qui veulent faire des reconversions, parce qu'on a des fois des gens qui ne sont pas vraiment du domaine de la com, mais qui veulent devenir community manager. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être vu pas mal d'offres circuler dans le community management et veulent postuler. Donc du coup, il faut se former pour pouvoir postuler à ces offres de formation. Et puis on a également des profils insolites. Moi, un jour, j'ai eu à former un prêtre, donc ça dépend vraiment. Juste un passionné comme ça? Non, disons qu'il voulait animer, enfin, il avait une radio et il voulait rendre vivant l'animation de sa radio sur les réseaux sociaux. Et donc, il voulait savoir comment faire. Donc, il est venu à la formation. Est-ce à dire que si on n'a pas au moins le niveau baccalauréat, on ne peut pas avoir accès aux formations en community management? Disons que pour le moment, j'ai pas encore eu affaire à des gens qui ont moins que le baccalauréat. Mais moi, je préfère au moins que les gens aient le baccalauréat. Après,
Évidemment, je sais qu'il y a des community managers qui sont très jeunes. Parce qu'avec la nouvelle génération, les gens ont accès rapidement au smartphone. Et donc, du coup, il y a des gens qui animent déjà des communautés Instagram, Facebook, dès l'âge même de 16 ans. Mais, pour moi, c'est l'un des critères phares. Après, si quelqu'un veut peut-être apprendre plus dans le community management, il y a aussi une façon de l'enseigner, ce métier-là. Mais je ne veux jamais lui demander d'arrêter ses études pour venir se former, mais il faut qu'il continue, au moins au niveau baccalauréat, ou pourquoi pas niveau licence. Ouais. Ça prend combien de temps en moyenne une formation ancienne? Ça dépend hein, vraiment des gens. Mais chez moi, la formation en ligne actuelle, c'est 3 mois maximum. Mais les gens peuvent la terminer en 1 mois parce que je ne donne pas de temps minimum, mais je donne un temps maximum. Vu qu'il y a 3 niveaux, je donne 1 mois par niveau et je suppose qu'au bout de 90 jours, tu es apte à débuter dans le community management. Mais après, maintenant, il y a des gens qui finissent rapidement parce qu'eux aussi ont des objectifs à atteindre. Il y a des gens, des fois, qui veulent postuler les offres d'emploi, d'autres parce qu'en entreprise, on leur a demandé d'augmenter leurs aptitudes et donc, du coup, ils peuvent finir en 45 jours, 50 jours. Chacun selon son rythme d'apprentissage. Et les 3 niveaux, comment sont-ils segmentés? Le premier niveau, c'est une sorte de... Comment j'ai envie de dire ça? Bon, je ne vais pas me répéter, mise à niveau, mais c'est une façon pour moi de me rassurer. Vous donner les bases, quoi. Voilà, que tout le monde soit au même niveau d'information. Oui. Et donc, à partir du niveau, donc, on commence avec l'aspect stratégique et on commence à alimenter avec les contenus, l'analyse et tout ça. Alors, en tant que CM, comment procède-t-on pour construire une communauté? Quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour construire une communauté? Ça ne prend pas 2 jours, ça ne prend pas quelques heures? Non, ça prend du temps. Mais après, ça peut être tout un cours aussi, je dois répondre à la question. Mais ça fait partie de l'aspect stratégique parce que dès le départ, pour construire sa communauté, il faut déjà savoir à qui on va parler sur les réseaux sociaux. Donc, la première étape, c'est le ciblage. Donc, quand on sait à qui on parle sur les réseaux sociaux, on peut mieux délivrer ses contenus pour atteindre ses objectifs et construire au fur et à mesure sa communauté. Après, on a des moyens de recruter comme la publicité, les jeux concours, le contenu viral aussi. C'est aussi une manière de recruter des gens sur sa communauté. Donc, il y a pas mal de techniques, mais pour ça, ça demande d'abord de faire une stratégie qu'on va implémenter et au fur et à mesure, on va voir sa taille de communauté augmenter. Et bien sûr, c'est possible de retrouver toutes ces informations dans les livres que vous avez commis, respectivement en 2019, 2020, 2021. Pendant 3 années, vous avez décidé comme ça de sortir des livres à chaque fois, quand même très édifiants, parce que cette question, je la pose suite à la lecture de votre livre que j'ai faite. Et justement, je pense qu'en lisant, chacun peut désormais répondre à cette question. Quelle stratégie suivre pour mettre une communauté sur pied, passer par le ciblage, mettre une stratégie sur pied. On retrouve ça dans, je crois community... Culture africaine du community management, c'est cela. D'accord, donc j'invite tout le monde à se procurer ce livre et puis vous en sortirez pleinement édifié. Combien de temps en moyenne faut-il pour réunir une communauté sinon? Ça dépend de la taille qu'on veut atteindre. Si on veut atteindre 100 personnes, forcément... On peut le faire en 1 semaine, 1 mois. Hein. Mais si on veut atteindre 10 000 personnes, il faut un peu plus de temps. Des communautés de 100 000 personnes, ça dépend. Mais ça dépend aussi des moyens qu'on se donne. Parce que si on a un budget assez conséquent en termes de publicité, on peut rapidement atteindre nos objectifs. Mais tout va dépendre du palier d'abonnés que vous voulez atteindre. D'accord. Bon, je prends l'exemple. Si je veux atteindre 1000 abonnés en 2 mois. C'est possible. Comment je m'y prends? Déjà, stratégie de contenu, déjà. Savoir à qui on parle. Proposer du contenu de qualité aussi, qui sera partagé. C'est pour ça, des fois, on parle des infographies qui se partagent très bien. Et produire du contenu, comme je dis souvent, utile et ou ludique. Parce qu'un contenu utile et ou ludique se partage très bien. Et maintenant, on peut y associer dans la publicité pour rapidement croître la taille de communauté pour atteindre justement les 1000 abonnés. Et justement, lorsqu'on fait cette publicité-là, le contenu s'adresse à un public particulier et il faut s'adresser à ce public-là en tenant compte de ses spécificités. En Afrique particulièrement, en ce qui concerne la publication ou la modération, quelles sont selon vous ces spécificités-là qu'il faut prendre en compte, sachant qu'on s'adresse à un public particulier? Comment on s'y prend? Alors déjà, quand on analyse un peu le comportement de l'internaute africain, de manière globale, ce sont des personnes qui écrivent régulièrement en langage SMS, qui sont dans leur jargon habituel. Par exemple, au Cameroun, on a le franc-anglais, en Côte d'Ivoire, on a le nouchi, etc. Au Sénégal, c'est la langue locale, généralement. Donc, des fois, pour faire passer un message au Sénégal ou à Dakar, des fois, il faut laisser le français. Il faut tenir compte de la langue.
aussi. C'est très important pour être sûr que le message passe. Oui. C'est clairement l'un des aspects importants au Sénégal, la langue. Au Cameroun, par exemple, vous avez deux langues, l'anglais et le français. Des fois, vous faites des publications en français, vous êtes sûr que vous allez trouver un internaute en commentaire qui va vous demander « Et la version anglaise, elle est où ?» Donc, clairement, il y a la langue qu'il faut prendre en compte. Il faut également prendre les thématiques sur lesquelles les internautes africains aiment bien rebondir. L'humour, enfin, je vais dire le sport, mais le football, pour être plus clair, parce que c'est le football vraiment qui est le sport roi. On peut également prendre le côté culturel aussi. Les histoires, les gens aiment bien écouter les histoires sur Internet. Que ce soit des histoires vraies, racontées, le Congo-ça, etc. Les gens adorent les histoires. Donc, du coup, il faut prendre ça tout en considération pour créer son contenu derrière qui va toujours rester utile et ou ludique. Oui, parce que c'est ça qui intéresse l'internaute à la fin. Entre la création de ce contenu-là et la modération, quelle aptitude est prépondérante pour un CM? Dans la création, il faut être ouvert d'esprit. Il faut être extraverti. Parce que généralement, la création de contenu peut partir d'un rien. Généralement, on a l'impression qu'il faut seulement lire les documents de l'entreprise pour créer un contenu. Mais non. Parce que généralement, il faut puiser à l'extérieur même de l'entreprise pour pouvoir trouver des thématiques intéressantes. Par exemple, si vous parlez peut-être des recettes de cuisine, avec quel ustensile fait-on ces recettes de cuisine, par exemple? Voilà un contenu sur lequel on peut créer les poêles, les marmites chauffantes, etc. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les recettes de cuisine. Et à un moment donné, on va se dire, mais on a déjà fait le tour. Alors qu'en fait, vous n'avez même pas encore fait le tour. Parce qu'il y a tellement d'éléments autour d'une thématique centrale. Et donc, c'est à vous de chercher. Maintenant, dans la modération, j'aime souvent dire qu'un community manager doit toujours avoir le sang-froid. Parce que généralement, il fait face à des commentaires négatifs, haineux. Comme on dit au Cameroun, on ne met pas le cœur. Exactement. Si un community met les organes sur des commentaires qui, des fois, ne sont même pas adressés au CM parce qu'on ne voit même pas son nom, clairement. On voit plutôt le nom de la marque. Mais c'est à lui de savoir faire la différence entre les commentaires qui sont adressés à sa personne ou alors à la marque. Donc, généralement, quand tu n'as pas un sang-froid, moi, des fois, je te recommande d'entrer dans ce domaine-là parce que tu peux te retrouver très vite dépassé par les événements. Les images publiées, en ce qui concerne les contenus, les images publiées sont toujours accompagnées d'un texte. Je me dis, c'est quand même important pour l'internaute. S'il voit une image, du moins une image qui n'inclut pas de texte, il faut qu'il y ait un commentaire en haut ou même inclus dans l'image qui explique. Et quelle place, là je veux parler du storytelling, parce que c'est très important, je pense que c'est très important pour l'internaute parce que c'est à partir de là qu'il se retrouve. Vous avez parlé tout à l'heure du langage, de la culture, on prend en compte tout cela lorsqu'on s'adresse à l'internaute. Mais au Cameroun, je trouve que parfois c'est biaisé. Et je voudrais savoir quelle place le storytelling a justement dans la formation d'un CM. Clairement, chaque entreprise, pour ne pas dire chaque entité, a une histoire. Que ce soit même personnalité, il y a toujours une histoire à raconter. Parce que le but derrière, c'est de vendre quelque chose. Des fois, on vend même une histoire d'une personnalité pour pouvoir faire aimer la personnalité. Donc, clairement, déjà connaître l'histoire de l'entité que vous allez représenter sur Internet, c'est important. Déjà connaître son histoire. Mais après, maintenant, c'est à vous aussi de construire des histoires autour de cette histoire. Ça veut dire que quelqu'un qui va vous dire qu'il a débuté en bas pour aller vers le haut. Forcément, sur son chemin, il y a des étapes. Maintenant, ces étapes doivent être racontées par l'internaute. Enfin, par le CM, pardon. Maintenant, c'est à lui de trouver sur quel format. Ça peut être des vidéos, ça peut être des infographies, ça peut être du texte simple. Ça peut être même un article, clairement, qui résume une étape. Mais, comme je le dis encore, les gens adorent le format image surtout, mais le format histoire. Donc, c'est à vous aussi de savoir comment raconter des histoires. Et ça tombe bien parce que dans la formation en ligne, il y a une partie dans la création de contenu. Comment agencer justement des contenus utiles, ludiques, et qui vont toucher l'émotion en fait de l'internaute parce qu'on est souvent touché par des histoires. Elle peut être courte, il n'y a pas besoin d'avoir de longs textes. En un paragraphe, 5-6 lignes, on peut raconter une petite histoire et laisser des fois le soin même à l'internaute d'agencer une suite logique à l'histoire. Les fameux Monday Motivation et autres formules qu'on utilise ces jours, ça rend les publications quand même un peu insipides. Et ce manquement, est-ce que ça ne vient pas du fait que dans la formation, on ne tient pas compte du contexte africain qui est particulier? La plupart des pages qu'on voit sur Facebook, ils ont parfois les mêmes textes, les mêmes auteurs, ça reste statique. Est-ce que ça ne vient pas du fait que dans la formation, pas de votre formation particulièrement, dans la formation en général, on ne tient pas compte de ces spécificités-là, on ne rappelle pas aux apprenants que voilà, on vous donne ces outils, mais au moment de l'appliquer, il faut tenir compte de votre contexte.
Après, je ne sais pas comment c'est pas les autres formations. Peut-être c'est les apprenants qui ont mal appris. Peut-être. Ou alors peut-être c'est le formateur qui n'a peut-être pas donné ces outils-là nécessaires au contexte local. Parce qu'évidemment, il y a des modules tout prêts sur Internet pour former en community management. Mais il faut toujours rappeler qui a conçu la formation. Et généralement, ce n'est pas un Africain ou même ce n'est pas quelqu'un de local. Donc, clairement, lui parle à un public de chez lui. Et donc, du coup, si vous prenez, vous calquez ça, copier-coller, évidemment, vous aurez un style, on va dire, européen ou occidental. Et malheureusement, vous allez retrouver ce type de copier-coller-là. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des pages, heureusement, qui réfléchissent dans un sens local, qui proposent des publications, des fois, en langue maternelle, ça dépend, ou en langue locale, pour pouvoir être sûr de toucher valablement leur cible. Et je pense que la plupart des marques, c'est dans le but d'atteindre cet objectif-là qui se tourne beaucoup plus vers les humoristes, les influenceurs en général, qui sont pour la plupart des humoristes, qui ont déjà cette aptitude-là à communiquer avec les populations locales et avec lesquelles les populations s'identifient plus facilement. Oui. Mais est-ce que finalement, ils se substituent à des CM, ces influenceurs-là, à des community managers? Alors, ça dépend, parce qu'un influenceur peut être aussi son propre CM, ou il peut avoir son équipe. Mais généralement, on remarque que la plupart de ces grands influenceurs ont une équipe, même si des fois, ils ont accès à leur compte. Mais je ne dirais pas qu'ils se substituent, parce qu'il faut toujours un community manager, même chez un influenceur, parce que c'est lui qui saura vraiment comment communiquer sur les réseaux sociaux. L'influenceur peut lui donner des astuces, enfin, peut l'orienter. C'est toujours lui qui va vous dire, écoute, ici, là, je pense qu'on ferait mieux comme ça, parce que selon les dernières statistiques, les études, les évolutions, les tendances, voici ce qui peut marcher pour toi, ou voici ce qui ne peut marcher pour toi. Donc, clairement, il faut toujours l'appui d'un professionnel, même si l'influenceur sait déjà gérer ses propres comptes sur les réseaux sociaux. Les marques vont chez la plupart de ces influenceurs sur la base de l'audience. Mais est-ce que c'est raisonnable d'y aller sur cette base uniquement? Malheureusement, pour moi, non. C'est-à-dire qu'un influenceur, tout le monde peut être influenceur. Déjà, mais l'influence a commencé très tôt dans la famille. Nos parents sont nos premiers influenceurs. C'est eux qui choisissent où on va fréquenter, nos habits. Pourtant, est-ce qu'ils ont des millions d'abonnés? Je ne pense pas. On a nos amis. La religion aussi est une influence. Maintenant, chacun à son niveau peut être un influenceur. Mais pourquoi est-ce qu'on les choisit directement? Parce qu'ils ont une grande communauté, donc techniquement, ils peuvent augmenter la surface de communication de votre message. Mais maintenant, est-ce que ces valeurs cadrent avec les vôtres? Pour moi, c'est le premier élément sur lequel on doit s'appuyer. Parce que imaginez que vous êtes une entreprise qui propose des fast-food, des hamburgers, et vous avez un influenceur qui a décidé d'être végétarien. Il y a un problème. Il ne pourra pas communiquer pour vous. Ou alors, des fois, on voit des influenceurs qui signent des contrats avec des marques sous système Android, mais qui tweetent ces contrats-là avec un téléphone iPhone. Il y a un problème. Bien sûr. Donc, clairement, il faut être sûr déjà que même l'influenceur comprenne même son job. Pas seulement d'avoir des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça aide, je suis d'accord, à être visible, mais ça ne fait pas tout. Il y a d'autres métriques à prendre. Exactement. Puisque quand on parle d'influence, la capacité de modifier les habitudes de consommation. Est-ce qu'il est capable ou est-ce qu'elle est capable de le faire? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait de ce problème de storytelling? Parce que je vais prendre l'exemple de Marcel Petit ou de mon cycle charismatique, qui ont une façon de parler. C'est vrai, vous dites qu'ils sont accompagnés par des community managers. Mais est-ce que ce qui séduit, ils peuvent être accompagnés par des community managers, mais est-ce que ce qui séduit au-delà de leur audience et de leur influence, c'est pas cet art-là de raconter, parce qu'ils ont, je sais pas si vous suivez. Si, je suis très bien les deux. Ils ont des façons de nous amener dans une histoire qui parfois n'a rien à voir avec ce qu'on va découvrir à la fin, mais cette façon de raconter amène l'internaute quand même à s'intéresser à ce qu'il va découvrir à la fin. Est-ce que ce n'est pas ça qui attire les marques à la fin? Il y a aussi la manière d'amener un contenu. Parce que moi, j'apprécie bien les contenus, justement, de Monsieur le Charismatique, que je suis déjà pas mal de temps. C'est que quand il veut même faire un placement publicitaire, il y a une manière de faire un placement publicitaire. Pourquoi on n'ait pas l'impression que c'est de la publicité forcée? Et donc, du coup, il a sa façon à lui de raconter toute une histoire, de mettre en place un scénario qui va faire en sorte que ce sera digeste en termes de contenu pour qu'on n'ait pas l'impression de tomber dans un format publicitaire. Et du coup, donc, ça séduit aussi parce que, évidemment, à côté, c'est un comédien, c'est un humoriste, il s'est endossé plusieurs rôles et du coup, cette facilité d'être un caméléon permet justement de séduire différents types de profils cibles. Alors, on remarque un changement dans le monde du community management au Cameroun en 2016, selon les statistiques que vous avez publiées
dans votre livre sorti en 2019, Storytelling du Community Management au Cameroun, 70% des CM travaillent en agence et 29% en freelance. Mais plus tard, en 2019, c'est cela, oui, c'est l'inverse. On a 43% en freelance. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Du coup, moi, bon, je peux ajouter de ma position parce que moi, c'est plus un ressenti avec une base de données précise de community manager. C'est que ceux que j'ai formés n'avaient pas pour aspiration de travailler pour quelqu'un. Beaucoup veulent se mettre à leur propre compte. Ça veut dire qu'ils se disaient, OK, moi, j'ai des gens qui me sollicitent des fois pour gérer leur page, mais je vais maintenant connaître comment ça se passe. Donc, je vais être formé. Et dès que j'ai la formation, maintenant, je vais pouvoir retourner de manière personnelle, gérer ces différents comptes-là. Donc, moi, c'est une impression que j'ai eue et ça s'est confirmé aussi à travers les statistiques, tout simplement. Mais en 2021, je pense qu'on a également eu plus de personnes, je crois, en CDD, donc moins en CDI, parce qu'avec la crise qu'il y a eu de la pandémie, c'est que moins d'entreprises ont commencé à garder des community managers en interne, ont commencé à réduire la masse salariale et ont préféré faire appel à des personnes externes, agence ou freelance. Donc, c'est pour ça que beaucoup sont peut-être mis à la freelance en disant, OK, ça peut ne pas être si mauvais que ça parce qu'on peut toujours appeler en entreprise pour gérer un compte et ça m'évite d'être en interne et peut-être d'être bloqué, comme on dit au Cameroun, dans un seul business, de pouvoir diversifier mes sources de revenus. Des statistiques qu'on retrouve beaucoup sur Histoire des CM, votre site web également sur Facebook. Entre les formations, votre travail même de community management, comment vous arrivez à trouver le temps de faire toutes ces enquêtes-là? C'est la passion. Ça fait déjà plus de 12 ans que je suis dedans. Donc, clairement, pour moi, c'est même pas du travail, c'est un truc au quotidien qui se fait, étape par étape. Donc, l'impression qu'on peut avoir, c'est que ça se fait en 2, 3 jours, 4 jours, ou peut-être maintenant pour les livres. On a l'impression que c'est chaque année que ça sort, mais c'est depuis au moins 5, 6 ans que j'écris. C'est maintenant que ça sort, en fait. D'accord. Mais j'ai pas commencé à écrire tout de suite. D'accord. Mais, puisqu'on a eu un livre en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, on doit attendre un autre? Je pense bien. D'accord. Normalement. D'accord, ça c'est une exclusivité sur Digital Profile. On s'attend à un 4e livre de Sheju Kamdem. Normalement. Entre 2016 et 2017, lorsque vous commencez à offrir ces formations en community management au Cameroun, vous êtes carrément un pionnier dans le domaine, parce que c'était pas très connu en ce moment-là. Entre-temps, les coûts ont forcément évolué, le taux d'intérêt comment on les appelle déjà, des apprenants. Oui. Voilà. Le taux d'intérêt des personnes qui s'intéressent a également forcément évolué. Un petit commentaire. Heureusement, parce que ça permet justement de penser que le métier a son importance dans l'entreprise. Parce que plus il y a des centres de formation, plus il y a de formateurs et plus il y a d'apprenants, ça montre que le métier est quand même, ça devient vraiment un métier. Parce qu'avant, on pensait que c'était un passe-temps. J'aimerais que tu donnes ton nom, tu es quoi, community manager, ok, mais ça veut dire quoi concrètement? Mais maintenant, plus il y a de formateurs, donc clairement, ça montre que c'est un véritable débouché professionnel pour pas mal d'étudiants qui, des fois, se demandent ce qu'ils peuvent faire après leurs études ou même peut-être après la licence. Donc, pour moi, ça ne peut être que bénéfique parce que plus on est nombreux à former, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a de la demande en termes de formation et derrière aussi, c'est un avantage, c'est que moi, avec les anciens participants de la formation, c'est qu'on a un groupe WhatsApp. Chaque jour, on a au moins 2-3 heures d'emploi qui circulent. Donc, clairement, si par jour, il y a au moins 2-3 heures d'emploi qui circulent, ça veut dire qu'on recherche des community managers. Ça veut dire qu'il y a des débouchés à ce métier-là. Finalement, on peut vivre du métier de community management alors? Selon les chiffres, je pense bien, oui. Est-ce que c'est mieux en freelance ou en tant qu'employé? Que chacun trouve son équilibre. Moi, j'ai été dans les différentes étapes. Mais actuellement, je suis pas en freelance. Je suis un salarié. Je trouve que c'est bien. Mais j'ai aussi été en freelance. Je trouve aussi que c'était bien. Donc après, chacun selon le mode qui lui convient. Mais après, vraiment, il faut tester. Moi, je crois qu'il faut tester. Parce que si moi, je vous dis qu'étant salarié, c'est bien, d'autres vont trouver que non, il veut être libre. Donc, chacun vraiment choisit son mode de community. Il se sent bien. Voilà. D'accord. Quelles sont pour vous les qualités d'un bon community manager? Diplomate. Il faut être diplomate. Première chose. Il faut être empathique. Il faut être extraverti. Là, je ne cite pas des qualités techniques. Je parle des qualités humaines. La première des choses. Parce que pour moi, c'est sur ça qu'on peut savoir si tu peux gérer une communauté. Généralement, quand on parle de gérer une communauté, on pense que des fois, c'est compliqué. Non.
Je vois quand on vous met dans une garderie, les mamans qui gèrent les enfants, là, pour moi, ce sont des gens qui gèrent des communautés. Elles doivent gérer les humeurs des bébés qui a faim, qui va aux toilettes, qui veut dormir. Ça commence d'abord là. Son sang-froid doit également faire partie de ses qualités humaines. Maintenant, après, derrière, il faut pouvoir donc avoir un background, faire une formation, comme marketing, community management, c'est utile aussi. Et après, maîtriser également l'outil informatique, ça veut dire le smartphone, un laptop, une tablette. Avoir également une bonne culture des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas forcément nous qui allons vous la donner directement, mais il faudrait qu'il y ait déjà une culture en vous. Nous, avec la formation, on pourra peut-être l'accentuer, la développer, permettre maintenant à vous-même de faire de la veille régulière sur les RS, qui pourra vous permettre de maintenir à jour votre sens des réseaux sociaux, parce que évidemment, chaque mois, même chaque semaine, il y a des nouveautés sur les réseaux sociaux. Et donc, si en tant que CM, vous n'avez pas la capacité de faire la veille, au bout de 6 mois, vous pouvez être dépassé parce qu'il y a rien sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le métier de CM quand même est reconnu. Avant, c'était pas très demandé dans les entreprises. Quand on avait un marketing, on s'arrêtait là. C'était bon. Mais depuis 2020, les statistiques ont explosé carrément. Mais est-ce que les recruteurs ont les outils qu'il faut pour recruter, permettez-moi la redondance, un bon CM? Quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui souhaite recruter un community manager? Évidemment, comme on est confronté, comme je suis confronté chaque jour à des offres d'emploi, je pense que le job description doit peut-être être repensé. Parce que des fois, on recherche un community manager, mais quand on voit le job description, en fait, on recherche un commercial, on recherche un chargé de communication, etc., etc. Donc, on recherche plusieurs métiers, mais on a seulement mis un seul métier en tête. Donc, clairement, il faut peut-être redéfinir le job description. Ça, c'est de 1. Et de 2, aussi, s'adresser aux bonnes personnes, parce que des fois, je vois les offres d'emploi qui circulent, mais vont peut-être tomber dans des mains de journalistes qui vont devenir CM. Et puis bon, comme chacun se dit, comme je gère mon compte Facebook, ça dit que je peux gérer aussi pour la page, mais c'est pas la même chose, parce qu'après, on se rend compte que il y a des spécificités qu'il faut maîtriser. Et donc là, on voit rapidement qui a fait la formation, qui n'a pas fait la formation. Et pour le CM, pour une personne qui souhaite embrasser ce métier-là, quel conseil lui donneriez-vous? D'avoir la passion du métier, parce que c'est pas un métier de fonctionnaire. Il n'y a pas techniquement d'heure où on s'arrête. Je dis techniquement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dormi. Mais ça veut dire que ce n'est pas 8h, 15h ou 17h. Après, on ferme la machine, on ferme le laptop. Non. Parce que si à 19h, 20h, il y a un commentaire qui arrive important, j'ai l'impression de dire ça comme ça, vous n'avez pas dit que non, moi je ouvre ça à partir de 8h du lendemain matin. Non. Si vous pouvez répondez à la question ou au message. Donc, il n'y a pas techniquement d'horaire de travail. Parce que la plupart, même dans l'enquête que vous allez voir dans les ouvrages ou sur le site internet, c'est que beaucoup de CM ouvrent leur mail hors du bureau. Oui. Ça vous montre à quel point la plupart ne travaillent pas réellement dans le bureau. C'est vraiment que sur les services de bureau, ils travaillent le plus. Oui. C'est pour ça que je demande d'être passionné. Si elle a la passion déjà pour ce métier-là et pour les réseaux sociaux, je pense que le reste va suivre. D'accord. Pour terminer, nous allons évoquer des langages et des outils relatifs au community management. Et puisque vous êtes du domaine, vous allez nous donner l'explication. Déjà, les Reels. Les Reels, c'est un format Instagram qui est né de la concurrence Meta, dont l'entreprise globale de Facebook, veut mêler face à TikTok parce qu'ils ont compris que TikTok est en train de les dépasser clairement sur tous les aspects. Et comme Facebook n'aime pas perdre du terrain, ils ont pris Instagram pour mettre devant TikTok et en faire le principal concurrent de la plateforme chinoise. Il faut évoquer que les Reels sont des petites vidéos drôles. Voilà, 30, 15, 60 secondes. Un peu plus, je pense aussi. Mais voilà. HotSuite. HotSuite, c'est un outil de gestion de communauté très fonctionnel qui permet de publier sur différents réseaux sociaux, de modérer des contenus, d'envoyer des messages, de faire des programmations. Donc, si vous avez plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et que votre communauté est assez grande, c'est-à-dire que vous pouvez gérer des pages de 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, ça peut être un excellent outil pour gérer votre community management. Newsjacking. Alors, le newsjacking, c'est une technique de content marketing qui permet de créer du contenu en vous inspirant d'un fait d'actualité ou d'un buzz. Plus facilement pour ceux qui... Alors, on a vu pendant la CAN, beaucoup de pages publier des informations autour des lions indomptables. Voilà. Elles ont fait du newsjacking. Quand il y a la fête de la fin du Ramadan, quand une page vous dit « bonne fête de Ramadan », elle fait du newsjacking. D'accord? Quand il y a la rentrée scolaire et qu'on dit « bonne chance aux élèves », la page fait en réalité
du newsjacking. Est-ce que ça se fait également autour des expressions du newsjacking? Oui, c'est là que je parlais de buzz aussi. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'expressions camerounaises. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, va en bourse avec ça, etc. Au Cameroun, on surfe clairement sur du Oui, clairement, beaucoup de pages font du newsjacking parce qu'elles ont compris aussi que ça permet aussi de ne pas se laisser dépasser par les événements et de capter l'attention des internautes parce que si on fait une publication avec un buzz du moment, on est sûr que si les personnes voient peut-être une image qui rappelle tel événement ou une phrase qui rappelle, on est sûr que la personne va s'arrêter, peut-être rigoler. On a différents événements, enfin, phrases qui se succèdent. Le diable ne fait que, etc. Ça ne fait que passer. Mais les marques qui sont assez réactives, bon, on va dire du moins les CM qui sont assez réactifs, proposent des types de contenu avec ces expressions-là. Et évidemment, l'adaptent avec leur contenu à eux pour être sûr de ne pas faire une publication juste pour faire rire. Parce que le but aussi, c'est de tirer un peu de la lumière vers soi avec un buzz qui existe actuellement sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Canva. Canva. L'outil Canva. Ok, l'outil Canva, c'est un outil qui est beaucoup détesté par les graphistes parce que ça permet à beaucoup de gens de créer leur propre design visuel et même vidéo maintenant. Donc du coup, ça rend des fois quelques CM autonomes de ce côté-là, visuel, parce qu'ils peuvent créer rapidement des petites images, mettre du texte. Voilà. Donc, mais c'est un outil en version gratuite, excellent. Mais avec la version payante, on peut aller plus loin dans la confection du contenu multimédia. OpenGraph, je sais que c'est un outil que je n'utilise pas trop. Je sais que c'est un outil de gestion de CM, mais enfin, moi, je ne l'utilise pas trop. D'accord. Ouais. Et pour terminer, KPI. Alors, KPIs, en anglais, Key Performance Indicators, donc indicateurs clés de performance. Ce sont des indicateurs que vous allez définir au début de votre stratégie, comme par exemple l'augmentation de votre taille de communauté, le taux d'engagement, la portée, d'où viennent mes abonnés, quel âge ont-ils. Ce sont des indicateurs que vous allez généralement mettre dans votre rapport mensuel d'activité ou dans votre rapport d'activité tout simplement, et qui vont permettre de savoir si ce que vous faites sur Internet fonctionne ou fonctionne moins, afin d'optimiser au fur et à mesure votre activité. Et voilà, ça a été un entretien très édifiant chez Ducamdem. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Digital Profile. Merci à vous.